Alors d'abord, évidemment, cette question, quoi. Peut-on parler d'une seule vérité? Je voudrais partir de deux phrases qui vont résonner de manière un peu bizarre, peut-être pour nous, au XXIe siècle. La première phrase, on peut la dire en latin ou en français. En latin, c'est vitam impendere vero. Et en français, ça veut dire consacrer sa vie à la vérité. Consacrer sa vie à la vérité. Cette phrase, c'est une phrase de Juvénal, un auteur latin, qui a été reprise par Rousseau. Cette idée que ça peut être un but fondamental de l'existence que de viser le vrai et de suspendre sa vie, le sens même qu'on donne à son existence, à la question du vrai, en distinguant bien sûr le vrai du faux et en essayant de faire que le mensonge ne nous domine pas. Vous voyez, donc ça c'est cette première idée. Et puis la deuxième phrase sur laquelle je voulais partir, c'est ce que dit Platon quand il dit à propos de la philosophie, c'est aller au vrai de toute son âme. Alors du coup, vous voyez, c'est un peu grandiose, les deux premières formules, et je voudrais que vous réagissiez un tout petit peu, on va pas peut-être en parler tout de suite, mais se dire, est-ce que des phrases comme ça a encore du sens pour nous? Est-ce qu'on est encore en mesure, au XXIe siècle, d'entendre sans trop rigoler, sans un haussement d'épaule, suspendre sa vie à la vérité? La philosophie, c'est aller au vrai de toute son âme. Penser qu'il y a à l'intérieur du cœur humain quelque chose qui l'oriente à la vérité comme un pôle qui décide de la qualité même de son existence. Parce que je suis de plus en plus persuadé, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, qu'on est dans une époque qui risque de s'asphyxier parce que domine de manière totalement tranquille, sans que ça soit vraiment examiné, la conviction que vous avez peut-être, qu'ont beaucoup de nos contemporains, que la vérité, ça n'existe pas. Et que du coup, chacun est obligé d'en rester à des opinions un peu éclatées, multiples, qui vont changer au fur et à mesure de sa vie. Or, évidemment, c'est aussi mon cœur de métier. Moi, j'ai l'impression que la philosophie, ça ne peut pas exister si ça ne maintient pas cette orientation au vrai, qui fait le fond de la démarche intellectuelle. Et du coup, j'ai envie de dire que ce qui caractérise notre époque, c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique en partie que derrière les sourires, il y a peut-être un peu de déception, de souffrance, de tristesse. Notre époque se caractérise par le fait que quelque chose comme une antique confiance, quoi. Vous voyez, qu'avaient les Grecs, qu'avait Rousseau au XVIIIe siècle, l'antique confiance dans le fait que la raison humaine peut découvrir la vérité. On ne peut pas dire qu'on la possède, mais qu'on peut la chercher, que ça a du sens de la chercher. Donc cette antique confiance-là, c'est en grande partie, est-ce qu'il faut dire effondré, c'est en grande partie lézardé, vous voyez, au point que souvent, moi quand je suis prof de philo, quand j'étais en prof de philo en terminale, j'avais l'impression que le but de mon année, je dis bien le but de mon année, au-delà de permettre à mes élèves d'avoir des notes correctes au bac, mais le but de mon année, c'était de faire que les élèves commencent à se dire, mais cette idée du relativisme, que tout est relatif, qu'il n'y a que des opinions, etc., ce relativisme était asphyxiant. Et que quelque chose comme le vrai, quelque chose comme le bien, quelque chose comme le beau, c'était des réalités qui donnaient du sens à une recherche, à une quête. Ce relativisme, je voudrais juste l'expliquer un tout petit peu. Vous savez, c'est cette idée, relative par différence avec absolue, c'est l'idée que nous ne possédons pas, ou nous croyons que nous ne possédons pas, de critères permettant de distinguer le vrai du faux. Et que du coup, il ne reste plus qu'une série de points de vue. Ça, c'est ta vérité, c'est ton choix, c'est ton choix, c'est ton choix. Une série de points de vue relatifs. Autant d'hommes, autant de vérités. Cette idée que les vérités changent selon les époques, selon les points de vue, selon les cultures, selon les moments même de l'existence. Puisque les individus changent
et que du coup leur rapport au réel change. Et ce relativisme est encore renforcé, ce qu'on regardera dans la deuxième séance plus particulièrement, par un appel un peu généralisé, je ne sais pas comment c'est autour de vous, mais un appel généralisé à ce qu'on appelle la tolérance. Cette idée que celui qui prétendrait détenir la vérité, celui qui prétendrait même la chercher, risque, ou qui prétendrait contester le point de vue d'autrui, en considérant qu'il est faux ou limité, celui-là apparaîtrait comme quelqu'un qui se dirigerait tout droit vers le fanatisme, vers la tolérance, voire vers la violence. Et l'idée que pour avoir la tolérance entre les gens, il vaut mieux renoncer au vrai. Comme disait Montaigne, pouvoir s'appuyer sur le mol oreiller du doute. Je doute de tout, je pense que rien n'est certain, ce qui va faire qu'on va pas se bagarrer, qu'on va pas hausser le ton dans les dîners, et qu'on va accepter qu'il y a autant de points de vue que d'individus. Et je voudrais du coup essayer un tout petit peu de travailler ça avec vous, en entrant un peu dans une remise en question. Et tout d'abord, premier petit point, j'ai envie de dire, alors je le dis de manière brutale, cash, l'idée que soit la vérité est une, soit il faut renoncer complètement à l'idée de vérité. C'est-à-dire que je voudrais vous montrer que le seul fait de parler, de prendre la parole, et donc on le verra notamment la troisième fois, le seul fait de dialoguer est orienté à la vérité. Affirmer quelque chose, c'est forcément prétendre que ce que je dis participe du vrai. C'est-à-dire qu'il faudrait aller jusqu'au bout, c'est-à-dire si on accepte de dire qu'il y a autant de points de vue qu'autant de vérité, il faudrait aller jusqu'à fermer sa tronche. Puisque vous êtes bien d'accord que si je dis ce cahier est marron, je prétends par là même qu'il serait faux de dire qu'il est bleu. Et je suis donc déjà dans un rapport à un discours qui prétend à être plus qu'une opinion pour moi, mais à pouvoir se fonder dans l'être et pouvoir être accepté par vous. Vous voyez, c'est ça que je voudrais dire. Alors d'abord, premier point du petit A du 1. Une contrainte logique. Il y a une contrainte logique qui est propre au discours. Je voudrais que vous réfléchissiez tout simplement à l'impossibilité logique qu'il y a en français à dire « la vérité n'existe pas ». Mais cette seule phrase, « la vérité n'existe pas » est impossible à dire. Vous savez, il y a une deuxième phrase qui est impossible à dire, c'est à la fin de Don Juan de Molière, « je suis mort ». Puisque si je dis je suis mort, je suppose par là même que je suis vivant pour dire je suis mort, et donc il y a une contradiction dans les termes. On peut dire je vais mourir, on pourrait dire j'étais mort pour celui qui va ressusciter à la rigueur, mais je suis mort, c'est par définition impossible. Et bien c'est un peu la même chose, c'est-à-dire celui qui dirait il n'y a pas de vérité aboutirait forcément à une contradiction. Pourquoi? Parce que quand vous annoncez il n'y a pas de vérité, vous supposez par là même qu'il y a au moins une proposition vraie, qui est qu'il n'y a pas de vérité, et qu'il serait faux de dire qu'il existe une vérité. Et donc, dès que vous affirmez cela, vous dites à la fois, c'est comme le menteur qui dit qu'il ment, vous dites à la fois, vous connaissez l'histoire, le menteur qui dit qu'il ment, donc soit il dit la vérité quand il dit qu'il ment, mais à ce moment-là, il n'est pas menteur, soit il dit bien, soit il dit la vérité quand il dit qu'il ment, c'est-à-dire qu'il est menteur, mais à ce moment-là, il n'est pas complètement menteur, puisqu'il peut dire la vérité, soit il ment quand il dit qu'il ment, mais à ce moment-là, il n'est pas menteur, voilà. Donc, c'est impossible. Bon, excusez-moi, c'est tardif, c'est un peu compliqué. Donc, vous voyez que c'est important, parce que ça veut dire que, d'une certaine manière, il y a une contrainte qui est portée par notre langage, et vous savez combien c'est fondamental, honneur des hommes, saint langage, voilà, cette idée que le langage est quand même ce qui nous définit, ce qui nous pose dans l'être, l'idée qu'il y a une contrainte logique dans le langage lui-même, qui est qu'à partir du moment où j'accepte de parler, je ne peux pas ne pas m'orienter vers le vrai, qui structure forcément ma prétention à parler.
Vous voyez, interrompez-moi hein, si c'est pas clair. Et je crois que c'est la même chose pour l'erreur d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que par définition, je ne peux pas entrer dans le langage si je n'accepte pas de structurer mon discours entre certains propos sont vrais, certains propos sont faux. Vous savez d'ailleurs que la logique se construit avec des valeurs de vérité, vrai, faux. Et du coup, vraiment, je voudrais qu'on le voit bien. Vous savez bien que s'il n'y a pas le langage, il reste plus que soit le mutisme, soit la violence. Or, le langage est condition même de l'humanisation de la vie. Et donc, si le langage porte avec lui l'orientation au vrai, on est bien obligé de reconnaître qu'il va falloir essayer, d'une manière ou d'une autre, de définir des critères. Il va falloir que nous nous entendions. Il va falloir que nous puissions justifier cette prétention qu'a le langage à dire le vrai. Notre langage présuppose partout la question de la vérité, ne serait-ce que à travers la possibilité étonnante du mensonge. Le langage est à la fois ce par quoi il y a du vrai, et de manière très bizarre, le langage est aussi ce qui rend possible le mensonge. Parce que vous êtes bien d'accord que si vous dites qu'il n'y a pas de possibilité de vérité, il n'y a plus non plus de possibilité de distinguer le vrai du mensonge. Et du coup, comment est-ce que vous rendez possible des contrats humains? Comment vous rendez possible de la confiance? D'où la deuxième chose, bien sûr, de la contrainte logique à la confiance dans le langage. C'est ça la question. Parce que je pense que plusieurs d'entre vous, là, vous vous dites, oui, d'accord, la contrainte logique, c'est vrai, le menteur qui dit qu'il ment, etc. Mais ça me convainc pas totalement. C'est-à-dire que, oui, d'accord, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de vérité. Je dois même concéder que affirmer quelque chose, c'est entrer dans une prétention, revendiquer la vérité de ce que je dis, ok. Mais cela ne dit pas encore qu'une vérité une existe. Et ça dit que on cherche une vérité, mais que cette vérité existe, qu'elle soit autre chose que le mirage que porte notre langage, ça, il y a plein de philosophes qui se sont posé la question. Et alors là, je crois qu'on est devant une difficulté qui est très importante, que je voudrais qu'on interroge un peu ensemble 3 secondes. C'est la question de la confiance que nous mettons dans la capacité qu'a le discours de se fonder. Est-ce que notre langage a la capacité de vraiment justifier ce qu'il dit devant nous-mêmes d'abord? J'affirme quelque chose, je crois que quelque chose est vrai. Comment je fonde devant moi-même cette affirmation que je fais? Il y va de ma propre maturité. Vous êtes à l'âge où vous sentez bien que vous avez à sortir de ce que peuvent vous avoir dit vos parents, vos amis, vos milieux, pour essayer de vous construire un rapport au monde qui soit vôtre. Est-ce que par le langage, j'arrive à me justifier à moi-même? Et évidemment aussi, comment je justifie devant les autres des affirmations, des opinions, des prises de possession, des positions qui sont les miennes. Et alors là, je vous le dis dans Panko, là aussi cache, je crois que la philosophie, et ça ne peut pas être prouvé a priori, c'est ça, ça ne peut qu'être progressivement découvert à mesure que je vais faire une expérience. C'est comme l'amitié, il faut d'abord se jeter dans une confiance pour que cette confiance, progressivement, elle s'éprouve et que je puisse dire petit à petit, mais oui, j'ai bien posé ma confiance là. Donc la philosophie suppose, depuis l'origine, depuis la philosophie grecque, la philosophie suppose cette confiance que je fais dans la capacité, fût-ce avec du travail, avec de la difficulté, avec l'aide des autres, dans le dialogue, dans la réfutation avec les autres, parfois dans le débat, dans la discussion. Vous savez qu'en Grèce, c'est né comme ça, la philosophie, dans le débat, dans le dialogue, dans la démocratie, qui permettait à chacun de donner son opinion, bien sûr. Donc la confiance qu'a la philosophie dans la capacité qu'a le discours à se structurer, à se justifier et à se mesurer de plus en plus à cette exigence de vérité qu'il porte en lui. Et je crois que ça, c'est vraiment important depuis Socrate.
Mais qu'on soit bien d'accord, si on ne fait pas cette confiance-là, il y a deux autres possibilités, pas plus. L'autre possibilité, c'est, on abandonne le langage, donc on est dans le silence, mais est-ce que le problème serait réglé pour autant? C'est-à-dire, si je n'essaie pas de me justifier à moi-même mes actions, mes goûts, mes projets, si je n'essaie pas de demander à l'autre raison de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, si je n'essaie pas de lui donner raison, enfin, d'essayer d'expliciter mes raisons à l'autre, alors à ce moment-là, est-ce que ça va m'empêcher de prendre des décisions? Non. Est-ce que ça va m'empêcher d'avoir des opinions, des manières de faire? Non. Mais à ce moment-là, je ne les aurais pas éprouvées. Vous voyez? Quelqu'un qui ne chercherait pas la vérité, dans le dialogue, dans le langage, il serait quand même obligé de poser des choix. Sur quoi les poserait-il? Dans un conformisme total avec le réel, en essayant d'être imbibé par le monde extérieur, en prenant la première impulsion de son désir pour ce qui est juste? Est-ce que vous croyez qu'en faisant comme ça, on peut construire quelque chose qui nous convienne? Par exemple, est-ce qu'une amitié peut se construire sans le langage, sans le dialogue? Et puis l'autre possibilité, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce serait la violence. L'autre de la vérité, ce n'est pas l'erreur. Parce que l'erreur, on peut la corriger, on peut s'en rendre compte. L'erreur se pense toujours par différence avec une vérité. L'autre de la vérité, c'est la violence. Lorsque je cherche à imposer quelque chose à quelqu'un par un autre mode que le mode du discours, respectueux de la réponse possible, etc., etc. Et donc vous voyez que, et je terminerai ce premier temps là-dessus, c'est que ce qui est fondamental pour moi, c'est cette idée que il existe une exigence interne au discours. Notre langage, qui est ce par quoi nous approprions nos pensées. Notre langage porte en lui une référence au vrai, qui, si elle n'est pas vécue de manière consciente, risque de faire que le langage soit fermé complètement sur lui-même, ne boucle pas. Et que du coup, la philosophie, il me semble, et c'est pour ça qu'il y a de la philosophie dans toutes les classes terminales, non pas comme une discipline particulière, mais comme quelque chose qui structure l'existence, à un moment où un jeune passe de la minorité à la majorité, comme par hasard. En France, c'est quand même assez bien fait. Au moment où un jeune accède à la majorité, devient citoyen et commence à prendre pour lui-même et pour les autres des décisions fondamentales, on lui rend possible une orientation de sa propre existence par rapport à des questions fondamentales dont il apprend à structurer les termes par le discours. C'est quand même assez... Bon, voilà, c'est magnifique pour cette chose. J'ai toujours aimé faire des cours en terminale, mais je ne peux plus. Bon. Et donc, il y a en nous cette recherche d'une vérité qui puisse nous orienter et qui est la condition pour que on le sent bien, pour qu'on ne tombe pas dans l'illusion ou l'erreur, pour qu'on ne se contente pas de réagir, mais d'agir. Et cette vérité est condition même de notre liberté, parce que notre liberté n'est vraiment libre que si elle est en connaissance de cause, que si elle va dans le sens de ce que nous avons reconnu comme étant vrai, fondamentalement. Et bien sûr, ça suppose que cette vérité que je sens en moi, elle puisse aussi se communiquer à l'autre. Nous en reparlons. Deuxième chose, tout de suite j'ai envie de dire quelque chose quand même. Parce que le sujet c'est, peut-on parler d'une seule vérité? Deuxième chose, la vérité de la pluralité. Bien, je voudrais que tout de suite on dise, oui, mais attends, ok, vous avez parlé de la vérité, l'orientation à la vérité, mais on est dans un monde pluriel, des personnes différentes, et il semble que j'aille trop vite en disant une vérité unique. Je veux prendre au sérieux l'idée qu'il puisse exister plusieurs vérités, un tout petit peu. Alors d'abord, premier petit point, petit 1 du 2, j'ai encore 7 minutes, le fait de la pluralité. La pluralité. Plusieurs discours revendiquent la vérité. Quand je suis jeune, je me souviens quand j'avais votre âge, ça m'avait énormément frappé. J'avais l'impression d'être devant la philosophie comme devant plusieurs quêtes
dont je découvrais progressivement qu'elles étaient super exigeantes, Spinoza, Descartes, Hegel, Kant, Thomas d'Aquin, Platon, Augustin, Husserl, enfin bon, plusieurs quêtes, des gens dont je me disais, ces gars-là, ils ont suspendu leur vie à la recherche du vrai. Et pourtant, j'avais devant moi plusieurs itinéraires que je pensais juste beaux, cohérents les uns et les autres, mais qui n'aboutissaient pas dans plein de domaines à des thèses identiques. Et que donc, il y avait plusieurs itinéraires possibles. Et que, comprenez bien, loin de faire s'effondrer en moi la confiance dans la capacité d'atteindre le vrai, ça l'aiguisait plutôt. Je me disais, ah mais c'est chouette, j'ai l'impression qu'il peut y avoir plusieurs individus qui recherchent le vrai, et ils n'aboutissent pas forcément tous, comme si c'était un aiguillage avec une station unique à la fin, à exactement la même chose. Et que du coup, au départ, j'ai envie de dire, peut-être qu'après ça devient plus compliqué, parce que, attention, comment est-ce qu'on va rendre cohérent? Je peux pas tenir à la fois deux discours contradictoires. Mais au départ, c'est très important parce que je m'aperçois que ma recherche à moi du vrai va s'alimenter grâce aux différentes recherches de la vérité qui, précisément, dessinent les uns et les autres l'orientation vers un centre qui n'est pas encore complètement occupé quand j'ai 17 ans et 18 ans, et donc je me dis, c'est à moi progressivement de construire le chemin qui va être le mien. Autrement dit, cette diversité de chemins encourage et rend nécessaire ma réflexion. Oui, plutôt que de dire, ben oui, mais vous voyez bien, donc, relativisme, machin, Madame Michu, ils sont pareils, les philosophes. Non. C'est des gens qui n'ont pas renoncé à la quête du vrai, qui ont construit quelque chose de cohérent, et qui montrent que la recherche du vrai par l'homme n'aboutit pas nécessairement à l'embrigadement. Et ça, c'est vraiment très, très important. Autrement dit, cette diversité-là, cette pluralité, ne rend pas inutile la recherche du vrai, mais au contraire l'encourage. Et même la permet, vous le savez bien. Puisque très souvent, vous avez fait ça en classe, en terminale, quand on a un sujet de dissertation, savoir qu'on a deux auteurs qui ont répondu des choses contradictoires m'aide à construire une discussion dont je sors progressivement pour construire ma réponse. Vous voyez? Et ça, je crois que c'est très important. L'importance du coup du dialogue pour construire ma propre recherche du vrai. Et vous savez bien que c'est un peu ce qui manque un peu dans nos sociétés. Là, un lieu comme ici, c'est génial pour ça. C'est qu'on a l'impression que chacun s'enferme dans ses petites chapelles, ses petites opinions, et qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où des gens qui chacun prétendent, en respectant les autres, avoir fait un petit chemin pour découvrir le vrai, puissent confronter leurs itinéraires et se respecter très profondément les uns les autres dans ce dialogue pour une recherche commune. Du coup, deuxième chose, donc ça première chose. La deuxième chose, c'est bien distinguer des domaines quand même. Pas tout mélanger trop vite. Vous savez bien que, c'est d'ailleurs assez bizarre, on est dans une époque relativiste, mais par bien des côtés, jamais les sciences n'ont mieux fait la preuve de la capacité qu'a l'esprit humain de découvrir du vrai. On voit bien un peu dans tous les domaines scientifiques combien le savoir se déploie, un savoir dont les fruits techniques, etc., sont absolument incontestables. Et donc, du coup, vous voyez bien qu'il y aurait quelque chose de complètement fou, marqué par l'ignorance, à contester cette capacité qu'a la raison de construire du savoir. Mais en même temps, qu'on soit bien d'accord, ces savoirs sont chacun des savoirs assez spécialisés et partiels, qui à partir de procédures qui sont différentes, la logique n'est pas la biologie n'est pas la physique, les sciences humaines ont d'autres méthodologies et il faudra entrer dans les détails, construisent des savoirs partiels. Et vous commencez déjà à avoir une question qui va être intéressante. Comment est-ce qu'il est possible, à partir d'une multiplicité de savoirs partiels, d'essayer de construire une vérité, ce qui nous intéresse le plus quand même, sur l'homme? Est-ce qu'il est possible pour les différents savoirs d'apprendre à dialoguer ensemble et de se relier à des questions fondamentales qui sont celles
de la philosophie, excusez-moi, c'est ma petite discipline. Hein. Autrement dit, comment, vous voyez, ça devient très intéressant, comment on va articuler des savoirs différents. Vous voyez, la première chose, c'est s'apercevoir qu'il y a plein d'itinéraires. Comment on les fait dialoguer ensemble? Comment on les confronte? Comment on construit sa propre pensée à partir du dialogue entre des gens différents? Deuxième chose, comment à partir des multiplicités de petits savoirs partiels, en demandant à des spécialistes, etc., comment est-ce que je vais essayer, moi, petit garçon, petite fille de 20 ans, comment est-ce que je vais construire une vision à peu près unifiée du monde dont j'ai besoin pour construire mon équilibre, pour savoir où je vais, pour pouvoir construire avec les autres un monde qui tienne, hein, puisqu'on voit bien qu'il ne faut pas laisser les violents l'emporter, et qu'il faut montrer que le discours humain a la capacité de construire du commun. C'est fondamental, parce que si le dialogue ne montre pas ça, alors ça sera justement la force des fanatismes que d'essayer d'imposer la violence. Troisième chose, le caractère historique de la vérité. Alors là, ça devient important quand même, c'est-à-dire se dire, mais il y a de l'humain depuis longtemps, l'homme recherche du vrai, et moi qui suis au XXIe siècle, si je veux faire à mon tour cet itinéraire, découvrir progressivement du vrai, il va falloir que je capitalise, enfin vous comprenez bien, c'est-à-dire que je comprenne que les différentes questions que je me pose, elles ont une histoire. Et que je ne peux pas les comprendre si je ne retrouve pas ce chemin de l'histoire qui va m'élargir. Hein. Je voudrais aller encore plus loin en soulignant, parce que c'est très important aussi, que il y a quelque chose de vrai chez ceux qui refusent une vérité qui serait uniforme, qui serait identique, qui aurait la prétention d'être exactement la même pour tout le monde. Je pense que chacun d'entre nous, si c'est ça que ça veut dire, le relativisme, c'est pas forcément faux. Chacun d'entre nous, on éprouve le besoin de mettre un petit peu notre patte sur les choses qu'on a bien compris. Vous voyez? On voit bien les artistes, par exemple. On voit bien qu'un artiste, les artistes ont quelque chose en commun, tous ensemble, et en même temps, chacun va avoir son style propre. Et que du coup, si c'est ça que veut dire la tolérance, c'est-à-dire respecter le style propre de chaque itinéraire, alors ça peut avoir du sens. Hein. L'idée que pour se prononcer sur la fausseté ou sur la vérité d'une pratique, d'une manière de vivre, il faut toujours avoir conscience de l'histoire qui l'explique et avoir confiance aussi qu'il y a une diversité de postures possibles selon les individus. On en reparlera, bien sûr. Et puis, dernière chose, bien souligner que la vérité n'est pleinement vraie que si elle est appropriée par une personne, que si elle est assimilée par une personne. La vérité, c'est pas quelque chose qui est extérieur, etc., qui se tiendrait quelque part. La vérité, elle devient vraie quand elle est vérité pour un sujet. Alors attention, non pas en ce sens qu'il y aurait ta vérité à toi, ta vérité à toi, ta vérité à toi, mais que une vérité ne devient vraie que quand elle devient vraie pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, dans une démarche qui, encore une fois, renvoie à une intériorité fondamentale. La vérité des vérités qu'en tant que je me la suis appropriée. La vérité vient singulariser les personnes, vient nous faire devenir toujours plus nous-mêmes. Alors que c'est le contraire. C'est les opinions toutes faites qui produisent du conformisme. Et moi, j'étais toujours frappé de ça avec les élèves. Si vous leur demandez quelle est votre opinion, etc., ils sont là au tout début de l'année. Tout le monde raconte la même connerie, en fait. Si au bout de 3 mois, 4 mois, chacun a appris à lire, à travailler, on s'aperçoit que les points de vue sont plus approfondis, plus différenciés, paradoxalement, qu'ils ne l'étaient au début, quand ils étaient dominés par le conformisme. Et donc, conclusion, vous voyez que ce que je voudrais essayer de vous dire, on va dialoguer un peu, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible dans cette idée d'orientation à la vérité qui fonde l'existence humaine. Et qui fonde l'existence humaine à partir de cette
conditions, c'est peut-être un peu abstrait mon truc, mais conditions langagières. La seule chose qui fait de nous des êtres humains, c'est le langage. C'est par le langage que nous avons pris conscience de nous-mêmes. C'est par le langage que nous découvrons les autres. Et ce langage nous oriente progressivement, ce logos, comme on dit en grec. Ce logos, il nous oriente de l'intérieur vers la vérité tout entière, si nous lui faisons confiance. Et si nous faisons confiance dans la capacité qu'a le langage d'être un instrument très, très étonnant, puisque c'est un instrument qui à la fois nous fait aller le plus profond dans l'intérieur, et en même temps nous donne la possibilité d'écouter les autres, et de construire avec eux de la discussion et du dialogue. Et du coup, dans ces 3 séances, il ne reste plus que 2, mais dans ces 3 séances, il faudra essayer de tenir les 2 choses à la fois. Parce qu'on veut nous faire choisir, vous voyez, on est dans un monde où on semble nous faire choisir. Soit la tolérance, et donc s'ouvrir à la multiplicité des gens, les respecter, les aimer, voir qu'on s'enrichit des différences des autres, et ça c'est vrai. Soit de l'autre côté, la vérité, et la vérité elle serait unique et elle voudrait que tout le monde soit sur la même ligne. Non, la vérité, c'est à la fois ce qui construit l'orientation du sujet, très profondément, et ce qui permet à des individus de se relier les uns les autres en sauvant la différence le plus possible, mais de telle manière que cette différence n'aboutisse pas à l'éclatement, chacun pour soi, chacun son opinion, mais rende possible du commun. C'est ça qui est fondamental. Et du coup, vous avez 19 ans, 20 ans, etc. Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus sur comment vous sentez cette orientation au vrai. Encore une fois, je distinguerai nettement. On pourrait reparler du jeune Descartes qui cherchait à construire la certitude dans les méditations métaphysiques. Je distinguerai nettement quelqu'un, enfin, si vous aviez 80 ans devant moi et que vous me disiez, écoutez monsieur, j'ai cherché depuis 80 ans la vérité, je n'ai trouvé que des opinions creuses, etc., etc. On peut, j'en ai pas vu beaucoup. Mais à 18 ans, 20 ans, ça veut dire que on risque de s'arracher par rapport à un mouvement qui nous constitue très très profondément. J'ai du mal à croire qu'à 19 ans, 20 ans, 21 ans, il n'y a pas une espèce de désir de vérité qui nous oriente. Voilà. Oh là, je vous ai tué là. Putain. Ça va? Dites-moi, jeunes gens, comment vous réagissez à mon petit discours socratique. Questions peut-être commencer par des questions. Moi je trouve ça bizarre, c'est que, ce que je trouve bizarre, c'est que, d'accord, donc c'est-à-dire que la vérité, elle est une, enfin donc elle est unique, mais il y a plusieurs facettes de la vérité et moi ce qui me gêne, c'est que par exemple les philosophes ils aboutissent pas forcément aux mêmes conclusions, et pourtant vous dites que c'est la vérité. Comme si, Ce que j'ai essayé de dire, hein, c'est que il y a quelque chose qui est comme un foyer, vous voyez, comme une visée, oui. Voilà, et qui fait que je cherche constamment à mesurer ce que je dis, ce que j'affirme, à quelque chose que j'appelle la vérité, qui est comme une étoile, si vous voulez, à laquelle ma charrue est attelée, vous voyez, et ce que vous appelez vérité, hein, les vérités, c'est la manière dont certains énoncés vont être considérés par moi comme vrais. Vous voyez la différence? Il est quand je vous ai dit il est vrai que mon cahier est marron, vous voyez, hein, le vrai va être une dimension d'un discours qui va permettre de distinguer un énoncé vrai d'un énoncé faux, d'accord? Et la vérité va être une démarche, c'est-à-dire que des philosophes, prenons un exemple tout simple. Descartes a écrit un bouquin qui s'appelle Les Méditations métaphysiques. Il l'écrit à un certain moment et il pense évidemment que ce qu'il dit est vrai, le plus vrai possible par rapport à son déploiement. Mais en même temps, il écrit « Je serais très reconnaissant que tous ceux qui ont lu mon
mon livre, me fasse des objections, rédige un certain nombre de questions, etc., etc., et je me ferai un plaisir d'essayer de répondre à ces objections. Et il l'a fait d'ailleurs. Il y a eu 6 objections, il a répondu aux 6 objections, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les éditions des méditations, on a des trucs assez gros, puisqu'il y a les méditations, les objections, les réponses aux objections. Et donc, vous voyez bien que chez Descartes lui-même, il y a l'idée de la vérité comme un résultat. J'en suis à ce moment-là, c'est ça pour moi qui est vrai, tout de suite. Mais qu'il y a quelque chose qu'il appelle la vérité, qui est quand même ce qu'il cherche fondamentalement, et au nom de laquelle il demande aux autres qui auraient vu des erreurs, des choses incomplètes dans ce qu'il a dit, de le redresser lui-même. Autrement dit, il y a une distinction fondamentale. On dit, je fais ça, je pense que c'est vrai. Et donc tout de suite, je dis, ça, c'est vrai. Mais si tu peux me faire une objection, fais-le. C'est la démarche scientifique. Oui. La démarche scientifique, vous êtes d'accord? À un certain moment, j'ai fait une démarche, je publie un travail dans la revue Nature ou ailleurs, et à ce moment-là, il va peut-être y avoir des observations qui vont être faites. Ça a été le cas pour l'héliocentrisme, etc., qui vont rendre fausses mes hypothèses. Et à ce moment-là, c'est au nom de ma recherche du vrai que d'une certaine manière, je vais remettre sur le métier mon ouvrage. Et donc, il faut bien distinguer la vérité, cette espèce de foyer auquel je me mesure, et peut-être auquel je n'aboutirai jamais, je serai jamais absolument certain que c'est vrai. Et puis, les différentes étapes vers ce chemin, d'accord, qui sont tout autre chose. Vous acceptez cette petite différence, voilà. Mais qui est importante. Parce que là, je vais rebondir sur Je t'en prie. Non, mais la vérité scientifique, parce que comment est-ce que vous catégorisez la vérité mathématique? Est-ce que vous considérez que du coup les mathématiques c'est juste un langage? Puis. Ah, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a une vérité mathématique? Parce que là, pour le coup, les mathématiciens, quand ils font quelque chose, c'est pas comme les physiciens qui savent qu'il va y avoir un décalage et que leur modèle va pouvoir être affiné. Là, les mathématiciens. Alors, quelquefois, mais bon, ça appellerait une grande discussion. Aujourd'hui, souvent, on distingue vérité et validité. Vous voyez, vérité qui serait la conformité d'un discours avec le réel, et validité qui renvoie aux normes internes du discours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on va dire par exemple que un énoncé mathématique, c'est un énoncé qui montre que une phrase, une proposition, qu'on va appeler du coup théorème, est la conséquence absolument nécessaire de l'axiomatique, c'est-à-dire des hypothèses qui ont été posées en début de chaîne. Et que du coup, on appellera valide un raisonnement qui est en cohérence logique avec l'axiomatique du point de départ. Alors ensuite, la question c'est les axiomes eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont vrais? On l'a cru pendant un certain temps, vous voyez, on a cru, c'est-à-dire qu'on s'est dit, mais ces axiomes, ils sont absolument évidents, et c'est leur évidence qui se trouve transmise par le raisonnement logique jusqu'aux théorèmes les plus complexes. Et puis, vous savez qu'au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, je prends juste l'exemple de l'axiomatique d'Euclide, qui est la plus connue pour nous, la mathématique euclidienne, il y a des gens un peu barjots, un type qui s'appelle Lomachevski, un Polonais, qui s'est dit, mais c'est quand même pas terrible qu'il y ait tant d'axiomes, ce qui serait bien, moi je comprends, mais c'est que la mathématique soit suspendue à un seul axiome ou postulat, et qu'on puisse du coup, à partir de cet axiome, mais qui serait d'une évidence absolue, construire toute la chaîne déductive. Et il s'est dit, par exemple, il a pris le postulat des parallèles, par un point extérieur à une droite delta, je peux tracer une parallèle et une seule à delta, et il a dit, mais, après tout, si on supposait que ce théorème soit faux, alors lui, il pensait que non, il paraît que c'est évident qu'on peut tracer qu'une seule parallèle. Bon, supposons que ça soit faux. Et il pensait qu'on arriverait à une contradiction logique. Et évidemment, il a montré que, en supposant la fausseté du postulat des parallèles, on peut construire une mathématique tout aussi cohérente, alors pas tout à fait la même que celle du bon sens immédiat, mais une mathématique cohérente, et du coup, maintenant, on parle, Lomachevski, Riemann, de géométrie non euclidienne. Et donc, c'est plutôt de la validité, de la cohérence interne du discours, plutôt que de la vérité, si on entend vérité, concordance avec l'extérieur. D'où, évidemment,
le critère que vous donnez sur les vérités expérimentales, les vérités de la biologie, de la physique, de l'astronomie, dans lequel c'est l'expérience qui va servir de critère, hein, l'expérimentation. Mais on a montré bien sûr que on pouvait tout à fait imaginer que d'autres expériences puissent démentir une théorie qui aurait été définie. Ça a été le cas, par exemple, avec les expériences qu'on a fait sur des particules extrêmement rapides au début du XXe siècle, qui a donné naissance à des remises en question de toute la mécanique classique pour faire la mécanique quantique. Mais ça, c'est très important, la question du statut des vérités scientifiques par rapport aux vérités philosophiques. Je vous ai à peu près répondu ou... Oui. Comment on pourrait, je sais pas trop, vous me dites si je me trompe. Ah non, mais allez-y. Mais en fait, je crois que Nietzsche, avec les arrière-mondes, en fait, dénonce cette prétention d'une réalité en soi, toute seule, à laquelle on pourrait se référer, et voilà. Mais est-ce que ces diversités, est-ce que ça fait de lui un relativiste pour autant? Alors, je sais pas si on peut le faire comme ça devant tout le monde, parce qu'on connaît pas tous. Il y a un bouquin génial, si un jour vous voulez lire, c'est un livre de Granier qui s'appelle Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche. Bon, parce que vous avez tout à fait raison, vous pointez un auteur qui est un contemporain capital de ce point de vue-là, hein, parce que c'est quelqu'un qui va venir contester de manière radicale le désir de vérité. Le discours que j'ai développé ici, hein, qui est le discours de la philosophie depuis l'Antiquité. Hein. Beaucoup se reconnaîtraient dans ce discours-là. Et en disant que ce désir de vérité, d'une vérité absolue, etc., conduit, comme vous le dites, à penser un arrière-monde qui ferait quitter le seul monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le monde de la vie, parce que pour lui, le monde de la vie se caractérise par le changement permanent, par le mouvement, etc. Et qu'il est impossible de penser une stabilité dans ce monde-là, parce que une telle stabilité serait la mort, hein, pour le dire de manière simple. Mais en même temps, vous comprenez bien que le seul fait, là encore, que Nietzsche prenne la parole pour dénoncer ce qu'il considère comme une conception fausse de la métaphysique, ça suppose de son point de vue une prétention au vrai. Donc sa dénonciation de la vérité de la métaphysique, elle est fondée sur une conception de la vérité qui est très particulière et qui considère que la vérité, elle est enracinée dans la vie, dans le mouvement de la vie. Et donc du coup, il y a une philosophie de la vérité de Nietzsche à l'intérieur de sa propre critique. Puisqu'encore une fois, on retrouve la même chose. Si je ne suis pas orienté à la question c'est quoi le vrai, je ne peux pas non plus construire la critique d'un discours qui serait autre. Hein, c'est-à-dire que Nietzsche ne peut critiquer ce qu'il considère comme très dangereux, la fuite hors du corps, une morale complètement ascétique, comme il dit, qui domine la métaphysique depuis Platon. Il ne peut critiquer ça que parce que lui-même a une prétention à la vérité dans un discours qui, par certains côtés, semble lui échapper. Et donc on n'en sort pas. Et c'est comme la philo, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, vous n'en sortez pas, contester la philo, c'est faire de la philo. Puisque la philosophie, depuis l'Antiquité, a intégré à sa propre histoire le mouvement sceptique. Et la philosophie pense que le mouvement sceptique est fondamental parce que par ces questions, le scepticisme oblige les philosophes à se remettre toujours dans le mouvement de la pensée. Le doute est le sel de la vie, c'est le sel de l'esprit. C'est ce que disait Alain. C'est-à-dire que si vous dites la philosophie c'est bien, vous êtes philosophe. Si vous dites la philosophie c'est de la merde, vous faites encore de la philosophie. Parce que vous contestez au nom d'une certaine idée de la sagesse l'idéal philosophique. Le seul qui s'en sort, c'est celui qui ne parle pas. C'est une forme de langage. Ce qui est déjà une forme de langage, bien sûr. Puisqu'il prétend par là même Qui s'exprime. Voilà, absolument. En parlant. C'est le problème. C'est comme chez Mozart.
un tellement grand musicien que même ses silences sont du Mozart. C'est ce qu'on dit, paraît-il. Silence dans le discours est une parole. Bien sûr, il y a des silences éloquents. Mais où vous en êtes là sur cette recherche du vrai? Est-ce que c'est un trip chez vous? Est-ce que vous dites, mais oui, c'est vrai quand même. J'aimerais bien chercher la vérité dans ma vie. Oui, mais en fait, on a découvert avec le dialogue aux autres. Ah ouais. Encore faut-il avoir autour de soi des gens passionnés par la recherche du vrai. Ça arrive souvent que, même si c'est un dialogue de 5 minutes, ça peut même... Exactement, vous avez raison. C'est vrai que- Parce que la vérité a plus de titres à être cherchée que l'argent. Or, vous trouverez plus de gens qui auront du mal à contester la valeur de l'argent par rapport aux gens qui contesteront la valeur du vrai. Vous voyez? Mais c'est difficile aussi, dans cette recherche de la vérité, Ouais. d'essayer de trouver une singularité pour la singularité aussi. Parce qu'il y en a qui veulent aussi, dans cette recherche de la vérité, se faire un peu la leur et se construire C'est vrai. aussi leur tour d'ivoire. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est pas évident aussi à un moment, il faut quand même, arriver à des conclusions. Parce qu'il y en a, des conclusions qui peuvent être un peu hâtives et qui, du coup, sont recherchées très souvent en opposition, mais par principe, quoi. Ça, c'est vrai. C'est ça qui peut dire. On peut très bien ne pas conclure. Ouais, mais c'est quand même C'est le but frustrant. de conclure les choses, quand même. Sinon, Mais la question qui se pose derrière, c'est de savoir d'où vient la recherche de la vérité. Ouais. Si elle vient de l'intelligence ou d'ailleurs. Ouais. Et c'est une question à laquelle on n'y a pas répondu ici, mais je tiens bien à ce qu'on y réponde un jour, parce que j'ai largement investigué sur la question, mais pas assez approfondi pour qu'on aille jusqu'au bout, mais il faut se poser cette question. Parce que vous avez vu, pour aller dans cette voie-là, vous avez vu, si on est honnête avec soi-même, je pense qu'on chacun on le sent après quand on joue des jeux, quand on est avec d'autres, et ça, mais quand on est honnête avec soi-même, on découvre qu'il y a un truc quand même très étonnant dans la recherche du vrai, qui peut se faire sur des tout petits problèmes ou sur des choses énormes, c'est que, à la fois, c'est bien nous, c'est quelque chose en nous qui cherche, et en même temps, c'est quelque chose qui est pas complètement nous-mêmes, parce que ça vient nous titiller, ça vient comme quelque chose qui est un autre en moi, auquel je me mesure et qui résiste à certains moments. Parce que je sais bien que, vous l'avez toujours vu, ouais, je vais dire que ça c'est vrai. Et on sent en soi, une exigence plus forte, qui consiste à dire, attends, Jean, t'es en train de te faire un film, là, c'est pas vrai. Sois honnête avec, vous voyez, c'est un peu pareil que dans la morale, où on sent bien cette distance, où on sent que la conscience morale, en nous, c'est quelque chose à la fois qui est nous-mêmes, c'est pas quelqu'un d'autre qui est en nous, c'est nous qui avons à décider. Mais en même temps, c'est un nous exigeant qui, par rapport à notre désir, à nos tendances, vient d'une certaine manière les contrarier. Eh bien, c'est la même chose pour la vérité. Et donc, c'est pour ça que la question de d'où ça vient est importante. Rappelez-vous ce qu'on s'est posé comme question tout début de l'année. Quand on a décortiqué la question de Raïs Samaritain, il y avait au moins un grand vide que rien n'arrivait cependant à combler. Je veux dire, à décortiquer cette question. Et on arrive à un moment à se dire, eh bien, c'est pas une question que je me pose, mais une question qui se pose à moi. Ouais. Et je me la pose parce qu'elle se pose à moi. Mais alors, d'où vient-elle? Et ça, c'est important. Vient-elle de moi ou dans le savoir? À un moment, on est obligé à un moment d'aller jusque-là. Sinon, la réponse devient rigide. Elle devient rigide. Et au lieu d'ouvrir, elle enferme. C'est mon truc, j'ai ma tour d'ivoire, je suis dormi, je travaille. Socrate parlait lui-même d'un daimon, un être spirituel en lui, comme un Jiminy Cricket, un Jiminy Cricket qui venait l'asticoter, lui poser des questions, empêcher sa pensée de se fermer sur elle-même, qui venait le stimuler. Hein. Et c'est vrai qu'il y a ce rapport à la pensée qui est très particulier.
Et je dirais, c'est un peu la même chose avec le langage. Hein. C'est quelque chose en moi qui exige quelque chose. Qui construit la pensée. Et qui construit en même temps, vous avez raison. On peut le regarder uniquement négativement, vous avez raison. Très bien. Que l'écriture, c'est un dialogue avec soi-même, en fait. Oui. Comme un livre, hein. Quand on a un livre, on parle avec son livre. C'est un interlocuteur. Est-ce qu'on peut penser, du coup, le langage, il n'a pas. En fait, historiquement, est-ce que c'est difficile à gérer cette question-là? Et est-ce qu'on a toujours été être de langage? Ça, je sais plus. Parce que, est-ce que ça veut dire que c'est une construction intellectuelle, un peu comme les mathématiques, qui viendrait permettre de créer un rapport au réel, voilà, avec des outils qui sont les mots, mais est-ce que là le langage vient vraiment, déjà avec le réel, quoi. Oui. Est-ce que je m'exprime pas bien? C'est un vrai truc, hein. C'est pas évident. Est-ce que, là, vous êtes en train de dire si le langage fait pas déjà partie de la structure même du monde. Il y a un texte qui dit ça. Hein. C'est le prologue de l'évangile de Jean. Au commencement était le Logos. Et les stoïciens, pour dire que c'est pas seulement chrétien, les stoïciens pensaient que le réel était structuré, hein, selon une loi du nombre, selon une loi qui le structurait et qui faisait que tous les éléments du monde faisaient système, hein, et que l'ensemble du monde était construit comme un texte, si vous voulez, hein, bien agencé, si vous voulez. Donc l'idée qu'il y a une structure, parce qu'un langage c'est ça, c'est une structure intelligible, qu'il y a une structure intelligible qui fait exister le réel. Et quand vous regardez l'ADN, c'est quand même très étonnant, l'ADN. Dans le moindre cellule d'un être vivant, il y a quelque chose qui code et qui est écrit par les généticiens comme un message, comme un langage. Donc